Alors si je pouvais faire un tableau, tu sais, des épreuves de vie à cocher, je te dirais violence verbale et physique. Ça, c'est fait. Suicide d'un parent proche, ça c'est fait. La maladie qu'emporte un de tes parents, ça c'est fait. L'alcoolisme, c'est fait. Les abus sexuels, on peut cocher. Le burn-out, on peut le cocher. Enfin, tu vois, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein d'épreuves au cours de ma vie. Cécilia Denieux, douce et attachante. On pourrait croire qu'elle est toute fragile et que la vie l'a épargnée, mais ce n'est pas le cas. Vous allez pouvoir constater sa force d'esprit et aussi son habileté à utiliser la loi de l'attraction. Elle a suivi le courant pendant longtemps. Elle a mené une bataille dure afin de survivre jusqu'à ce qu'elle ait été amenée à puiser en elle-même afin de ressortir ses ressources et cette grandeur que les artistes ont lorsqu'ils sont sur la scène. C'est grâce à la musique peut-être que Cécilia a fait ses premiers pas vers la libération de son passé. Bonjour, je m'appelle Claudia. J'ai été journaliste, je suis à présent hypnopraticienne. Et sur la chaîne Le Combat des Vainqueurs, j'utilise mes deux métiers afin d'analyser ce processus qui fait que certaines personnes, malgré un passé difficile, ont réussi à vaincre et à changer de vie. Car si elles ont réussi, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Restez avec moi pour regarder l'incroyable histoire de Cécilia. Cécilia, tu es entrepreneuse, tu es coach vocal et tu es artiste aussi. Ouais. En quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de ton activité, de ce que tu fais aujourd'hui? Alors, ce que je fais aujourd'hui, j'accompagne le changement spécifiquement, changement de vocation ou changement d'organisation organisationnel, et surtout dans le domaine de la mission sociale. Donc des personnes qui sont vraiment sensibles à tous les enjeux de société, les inégalités sociales, l'écologie, etc. Les faiseurs de D'accord. changement. Voilà. Okay. Depuis quand est-ce que tu es coach vocal? En 2010, j'ai monté mon activité une activité qui s'appelait Il était une voix, la voix de votre succès ensuite. Et je suis coach vocal donc depuis 2008. Ouais. D'accord. J'étais Et artiste puis, juste avant. artiste, Ouais. ok. Artiste chanteuse donc professionnelle pendant 17 ans et demi. Mais même quand j'ai monté ma propre activité de coaching vocal, je continuais aussi de chanter. Et puis, tu as écrit aussi un livre? Pas encore, mais c'est plus qu'en cours. Ok, Ouais, c'est plus qu'en cours tu d'écriture. l'as Ouais. commencé. Voilà, exactement. Je l'ai commencé. Je me suis dit, ah, pourquoi pas écrire un livre? Et qu'est-ce que je vais raconter? Est-ce que ma vie est intéressante? À l'époque, c'est il y a 2 ans. Est-ce que j'ai envie de raconter ma vie pour raconter ma vie? Comment je peux, effectivement, à travers mon parcours, pouvoir trouver une articulation qui va faire que ça va vraiment aider les gens? Et puis, je pense que ça avait besoin de mûrir, que c'est pas encore totalement mature, totalement prêt. C'est un peu comme les petites graines de départ, hein. On te donne des petites graines, puis après, est-ce qu'on va les faire pousser ou pas? Et aujourd'hui, c'est de plus en plus évident que j'aime bien dire ça, j'ai cette sensation que mon histoire, quelque part, ne m'appartient plus, qu'elle est un peu tombée dans le domaine public et que il est temps de la partager pour pouvoir aider un maximum de personnes, en tout cas, à trouver de l'espoir, du réconfort, des clés, enfin, voilà, un maximum de valeur. Ok, tu as commencé les premières pages dans un forêt. J'ai une chance terrible, je trouve, enfin, terrible dans le bon sens du terme, d'être ouais, connectée à ma créativité, mon inspiration. Et il y a 2 ans, quand j'ai voulu écrire mon livre, je n'étais pas prête.
en fait. J'avais besoin de me retrouver dans un endroit cocooning, qui est mon petit endroit à moi, qui est ma bulle, on va dire, d'oxygène, qui m'a toujours, euh, qui m'a toujours accompagnée dans des mauvais moments ou des très bons moments. C'est un petit peu là-bas que je vais me réfugier. J'ai un endroit qui est une forêt, dans une forêt du côté donc de chez moi, de la Baulée-Scoublac. Ça s'appelle la forêt de la Baulée-Scoublac. Et j'ai un petit endroit avec des arbres qui sont magnifiques, qui m'entourent comme ça, des chênes, un chêne, un tilleul, un chêne, un tilleul, et ils sont tous entrelacés avec leurs racines. Et quand je me retrouve au milieu de ce cocon, et ben je me pose et là, j'écris les premières lignes de mon bouquin parce que je m'y sens bien. J'ai l'impression d'être chez moi. Je sais pas, c'est mes racines parce que c'est vrai que j'ai beaucoup déménagé avec mes parents, tout ça. On a eu une vie où on a beaucoup déménagé et ça, cet endroit-là, ben, c'est un petit peu chez moi. C'est mon chez moi, quoi. C'est mes racines à moi, quoi. Pourquoi tu penses que c'est là ton chez-toi? Pourquoi tu n'as pas trouvé ton chez-toi ailleurs? Mmh. Est-ce que Ouais, c'est le cas? c'est Tu n'as intéressant. pas trouvé ton chez-toi ailleurs? Je suis plus posée que j'ai pu l'être il y a quelques années, parce qu'avant, je déménageais quasiment tous les ans. Donc, j'avais toujours ma petite valise de prête avec mes affaires. Et quand je m'installais quelque part, j'avais tout ce qui est dans mes placards, etc. Tout est déjà dans des boîtes. Il n'y a plus qu'à fermer et à partir. Et ça, c'est des vieilles traces du passé, en fait, de ce que j'ai pu vivre dans mon passé, où il fallait partir d'un endroit très rapidement, où on laissait tout. Mes parents, enfin, on a eu une période de notre vie où ma mère a tout perdu, les photos, il n'y avait il y avait plus aucun souvenir, aucun. Et donc, bah, voilà, être habitué à avoir la petite valise avec les trucs importants où on peut partir rapidement, etc. Et j'ai gardé ça pendant très très longtemps. Et, euh, et quand je déménageais, en plus, j'avais, comment dire, euh, je m'appropriais pas l'endroit. C'est-à-dire que je m'attachais pas. Je voulais pas m'attacher et je voulais être libre de partir du jour au lendemain. euh, Quelque chose qui me plaît, un boulot, j'en sais rien. Prêt à rebondir, prêt à s'ouvrir et pas attaché, quoi. Et aujourd'hui, je garde ça en moi, même si je suis plus posée, je suis dans une maison Tu as posée. ton chez-toi, tu as ta maison. Ouais, exactement. Mais Ça j'ai- fait du bien quand même. ça fait du bien, ouais, parce que ça fait du bien de se poser. Mais je garde toujours dans mon cœur cette possibilité de ne pas être attaché et de, et de partir et de s'ouvrir. Et cet endroit, ces arbres-là dont je t'ai parlé, il y a cet endroit qui est qui est un peu mes racines pour moi, où je me sens chez moi. Il y a cet endroit-là, puis il y a une falaise un petit peu plus loin aussi que j'adore, parce que j'adore la mer, la côte sauvage. Et donc il y a cet endroit-là qui me revigore, c'est ces deux forces-là de la nature. Tu te parles de ton enfance où tu as dû déménager. Je sais parce que je t'ai entendu, j'ai entendu ta conférence sur TEDx. Mm. Je sais que tu as eu une enfance atypique. C'est très intéressant. Aujourd'hui, tu dis que tu es posée. Aujourd'hui, tu es entrepreneuse, tu as trouvé ta voie. Mm. Euh, mais dans le passé, tu as dû relever pas mal de défis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance et de ce que tu as vécu? En fait, moi, donc, je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants, avec, déjà à la base une naissance qui n'était pas prévue, enfin ma naissance qui n'était pas prévue, donc qui arrangeait pas grand monde dans ma famille en fait. Donc quand j'arrive ici sur cette terre, je suis déjà confrontée à l'abandon et au rejet direct. C'est-à-dire que voilà, je suis pas la bienvenue. Alors ma mère elle-même, hein, il n'y a pas de souci, mais elle est seule, elle vit chez sa mère et mon père, lui, c'est un petit peu un mauvais garçon qui est en cavale, qui fait des casses en fait et qui se retrouve sur les routes euh, poursuivi
la gendarmerie, etc., qui le recherchent. Et pour ma grand-mère, qui vit avec ma mère vit chez ma grand-mère, enfin chez sa mère, donc chez ma grand-mère. Pour ma grand-mère, je suis vraiment le dernier truc qu'il fallait qu'il arrive, quoi. Je suis vraiment, je suis pas la bienvenue, quoi. Je suis pas du tout la bienvenue. Et puis j'ai comme ça une maman qui est jeune, en fait, elle m'a 19 ans, et qui est toute jeune et qui est encore chez ses parents, et qui est pas forcément, on va dire, épaulée, qui a pas forcément d'amis, etc., et qui a un rêve, comme toutes les mamans, comme toutes les jeunes filles, et son rêve à elle, c'est d'être une maman. C'est d'avoir une belle maison, c'est d'avoir un mari aimant, c'est d'être à l'abri financièrement, en sécurité. Et puis l'autre côté, ben, j'ai un papa qui, lui, rêve de liberté, de belles voitures, d'argent Mhm. facile. Et lui, il court après ça, après cette liberté, après il aime ça. Et tous les deux ont des rêves qui, auxquels ils vont, au cours de leur vie, renoncer en estimant que ma mère, elle estimait par exemple que ben, elle a beaucoup donné pour ses enfants, que elle les a comment dire, éduquée seule. Donc elle s'est sentie seule, donc complètement loin de ce qu'elle avait imaginé comme rêve. Et puis mon père, à des moments, bah, il fallait qu'il soit le papa parfait, donc qu'il revienne, enfin, pour quelqu'un qui a envie de liberté et qui se retrouve avec 6 enfants, ouh, ça fait un sacré décalage. Et, euh, et, et voilà, au bout d'un moment, J'imagine qu'il était souvent en colère parce que ça engendre de la colère, oui, de ouais, se ouais, sacrifier, c'est ça. de sacrifier ses rêves. Et en fait, on avait vraiment, c'était assez récurrent à la maison, c'est-à-dire que mes parents avaient l'impression de se sacrifier. Mm. Et on était le sacrifice quand même un petit peu. C'est-à-dire que les enfants étaient enfin, ils avaient déplacé le problème. Ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils ont reçu. Je sais que mon père, il a eu une enfance aussi qui n'était pas simple. Il a été battu aussi. Enfin, c'est ça, c'est-à-dire que ça, c'est un peu la reproduction. Ce que lui avait reçu comme amour ou pas, d'ailleurs, ben, il l'a aussi reproduit dans sa famille. Et pareil pour ma maman finalement. Et Et il te battait aussi, c'est ça? oui, ouais, ouais. C'était courant. Parce qu'il partait donc en cavale, il partait pendant des mois, et il vidait les comptes bancaires, donc on n'avait rien à manger. C'était, et ma mère, enfin, elle était, comment dire, démunie en fait, et fragile aussi. Et puis elle avait renoncé à son. Elle laissait tout aller. Et moi, j'étais à l'époque sa seule confidente, on va dire. Donc j'ai grandi très vite parce qu'elle se confie à moi comme on peut, comme une amie en fait. Donc j'avais accès à tout ce qu'elle vivait dans sa vie amoureuse avec mon père, les problématiques qu'elle avait avec mes petites sœurs, etc. Et puis très vite, ben, j'ai fait la maman. Donc je donnais les biberons à mes petites sœurs, j'avais des petites sœurs jumelles. Donc c'est pour ça que je fais 2 biberons comme ça. Les biberons, donc là j'ai 7 ans, 8 ans, je donnais les biberons à mes petites sœurs, les faire manger, les habiller, faire à manger, nettoyer la maison. Et puis après, plus tard, j'apprends à faire les papiers, tout ça, etc. Et je finis par prendre en main son rôle Tu finalement. t'es habituée, tu as grandi comme ça en étant forte. Tu n'as pas eu le choix. Ouais, je crois que c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est. Enfin, je sais pas si j'ai eu le choix ou pas le choix. Je me suis souvent posé cette question parce que par rapport à la place de mon frère, qui lui était un homme, enfin, entre guillemets, le petit homme de la famille, euh, entouré de quand même 5 frangines, le pauvre. Et, euh, et lui a eu une autre posture. Euh, et je pense qu'il aurait eu peut-être besoin d'avoir une place plus solide dans dans cette fratrie. Et moi, à l'époque, je contrôlais tout, quoi. Enfin, il fallait que je contrôle tout, quoi. Que le petit monde marche bien, que tout le monde mange à l'heure, que, tu vois, en fait, c'est-à-dire que je pense que bah, ça a marché par compensation. C'est-à-dire que comme on manquait de cadre et de choses très cadrantes, rassurantes, etc., ben, moi, j'ai surcompensé ça avec la non-expérience que j'avais. Tu vois, alors, ça donne. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un vrai bourreau, avec mes petites sœurs et tout. Enfin, il fallait que ça marche droit à la baguette. Et,
Et parce que j'étais démunie en fait. Comment on fait? J'avais pas de, tu vois, j'avais pas de cadre, j'avais pas de mode d'emploi. Je savais pas. Tout ce que je savais, c'est que ma mère était pas bien, que mon père était pas là, ou des fois il était là, des fois il était pas là. Enfin bref. Et que quand ils revenaient, ben que ça allait une une grosse dispute allait éclater, que Mm. mon père allait prendre le dessus en essayant de frapper ma mère. Et puis un jour, j'avais 10 ans, peut-être un peu plus, 12 ans. On revenait d'un Noël de chez ma grand-mère et mon père avait reçu un cadeau, c'était un signe en bronze. Alors, ça va être important pour la suite. Et on rentre et donc une dispute qui éclate et là donc il attrape ma mère par les cheveux, donc c'est assez violent, hein. Et là je prends son cadeau de Noël, donc signe en bronze quand même, et là je le frappe pour défendre ma mère. Et ça a été la première fois où j'ai Mm. levé la main sur mon père et où j'ai décidé que il taperait plus ma mère. En tout cas que je vais aller m'y opposer à partir de maintenant. Bon, je faisais pas le poids, donc donc on a ramassé toutes les deux, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, il nous a pris il nous a cogné la tête, il l'a pris par les cheveux, il nous a cogné la tête l'une contre l'autre, parce que pour lui, c'était un gros défi. Enfin, et il y avait aussi dans son éducation, l'homme, c'est l'homme, quoi. Mm. On était vraiment dans cette, il est arrivé que moi, euh, qui me jette par terre et qui me mette des coups de pied dans les côtes et le faire repasser dans la tronche. Enfin, aujourd'hui, je rigole, mais simplement pour dire à mon frère, mais voilà comment on fait pour mater une gonzesse, quoi. Donc, on est dans cet état d'esprit d'éducation, en fait, avec ces croyances de l'homme est supérieur à la femme, l'homme peut battre la femme, ce qu'il avait vu lui-même, en fait. Et c'est, en fait, quand je regarde toute cette euh, violence ou aujourd'hui j'en suis détachée, même si ça peut paraître absurde pour des gens d'entendre ce genre de choses, ce que je peux comprendre. Mais en fait, quand on est enfant, c'est le quotidien, on a l'impression en fait c'est partout pareil, que tout le monde vit ça, parce qu'on voit rien d'autre en fait que Oui, ce qui se passe à c'est tout ce l'intérieur. qu'on connaît. Ben ouais, c'est tout ce qu'on connaît. Mais moi, quand j'ai commencé à découvrir que chez certains copains ou copines, il se passait pas ça et que les parents étaient gentils et tout. Mais même moi, à l'époque, quelqu'un qui était gentil, mais je m'en méfiais comme la peste Mm. parce Mm. que je me disais, ça cache forcément quelque chose. Mm. Mm. C'est bizarre, hein, parce tout ça, c'est cette éducation qu'on a, dans laquelle on est plongé, eh ben, ça nous fait complètement perdre le fil avec la réalité. Et, euh, et quand on commence à prendre conscience de ça, moi, je me suis dit, en fait, quelque part, en parole en tout cas, comme je vivais aussi dans ce contexte-là, et ben, comme je te disais tout à l'heure, j'étais un bourreau, un petit bourreau. J'étais un petit bourreau parce que je voulais contrôler mon monde. Oui, et puis moi, je faisais ma sauveuse, en fait, tu vois. En tout Oui. cas, je croyais sauver tout le monde. Je voulais soulager ma mère, qui était la victime. Oui. Et puis mon père, c'était le bourreau. Et puis moi-même, quand je faisais ma petite autorité pour que la maison file droit, parce que je peux te dire, avec 6 enfants, tu vois, ma mère, elle avait démissionné, quoi. Elle était couchée la moitié du temps. Bon, elle a eu des moments de sursaut où elle s'occupait d'elle, etc., heureusement. Et Ce c'est qui veut dire que tu étais chargée de faire à manger, de faire la lessive, tu faisais tout. ouais, à manger, la lessive, le Est-ce ménage. que tu avais le temps d'étudier pour l'école, de faire tes devoirs? Ça dépendait des. En fait, ça dépendait des fois. J'ai beaucoup raté l'école, en fait, parce que dès que mon père partait, ben là, j'étais j'étais à la maison, en fait, pour. Bah déjà, parce que j'avais souvent peur que ma mère fasse une connerie. Au moment où parce elle était tellement désemparée quand il partait donc je sécurisais comme ça un petit peu déjà ma mère. Je m'occupais de mes petites sœurs pour les mettre au bus et tout ça. Et donc je ratais l'école et des semaines entières. Et il fallait aussi que j'ai des bonnes notes parce qu'il fallait, alors là, dans la famille, c'était en fait, il fallait surtout pas que les voisins ou qui que ce Ça soit se voit de sachent l'extérieur. ce qui se passe à l'intérieur. Donc il fallait toujours mentir. Garder les apparences, oui. Exactement, garder les apparences. Il fallait que mes frangines soient bien voilà, habillées, les devoirs faits, il fallait tout faire, quoi. Et garder l'ambiance surtout. Et, et ma Mm. mère nous répétait souvent, et moi c'était mon gros monstre.
elle nous disait oui, il faut que ce soit rangé, il faut que ce soit nettoyé, tout ça, parce que sinon l'assistante sociale va venir vous prendre et vous allez vous retrouver à la DAS. Et moi, je flippais de ce truc-là. Je me disais, non, je veux surtout pas qu'il arrive quoi que ce soit à mes petites sœurs. Je veux qu'on reste ensemble. Et donc, c'était un petit peu l'épée Damoclès qui me faisait avancer, en fait, qui faisait que ma mère arrivait à prendre cette énergie en moi, entre guillemets, je dirais. Et, euh, et donc, Tu bah, dis qu'elle était désemparée lorsque ton papa partait. Elle n'était pas soulagée? pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Au bout de quelques jours, elle commençait à. Il y avait des phases, en fait. Il y avait des espèces de phases. Au bout de quelques jours, moi, j'ai essayé de lui dire, allez, vas-y, on s'en fout, on va aller, tu vas aller faire les magasins, tu vas t'habiller, je sais pas, on va sortir, il faut que tu vois du monde. Euh, voilà, à un moment, je lui ai dit, ça ne te dirait pas de prendre une activité, de reprendre tes études pour faire quelque chose qui te plairait, voir du monde, justement sortir de ce contexte-là. Puis au fur et à mesure, à un moment donné, elle l'a fait. Et à l'époque, je ne me rendais pas du tout compte, mais j'étais la maman. Et les rôles s'étaient inversés. Et ce que j'ai pu comprendre plus tard aussi, c'est que moi, j'ai pris le rôle de ma mère. Je lui ai enlevé son pouvoir sans le savoir, son pouvoir de mère. Tu vois, j'aurais dû la laisser, comment dire, faire ses armes. Mais j'avais pas les codes en fait. J'aurais dû la laisser faire ses armes et devenir une maman, même si elle n'était pas parfaite, mais faire comme elle pouvait et puis la laisser monter en force. Et comme je l'ai beaucoup Ce n'est aidée, peut-être pas toi qui ne l'as pas laissée. C'est peut-être elle qui t'a laissé son pouvoir. C'était peut-être plus facile. ouais, mais je pense qu'il y a, tu vois, c'est un peu, c'est toutes les deux en fait. Il s'est passé quelque chose et elle-même avait vécu ça avec sa propre mère. C'est-à-dire que Mhm. quand elle m'a eu, ben, sa maman, en fait, donc c'est ma grand-mère, m'a pris sous son aile, enfin plus que sous son aile. En plus, elle m'aimait pas beaucoup, donc c'était quand même pas l'extase. Et heureusement, j'avais mon grand-père qui, lui, à un moment donné, m'a sorti un petit peu de tous ces cancans, de tout ce qu'un enfant n'a pas à entendre, justement, voilà, des mots comme bâtard, de ce genre de choses. Et puis, mon grand-père qui était plus un homme très heureusement que j'ai rencontré que cet homme a fait partie de ma vie parce que je pense qu'aujourd'hui, si j'ai réussi à refaire ma vie aussi en tant que femme et la vision des hommes que j'ai aujourd'hui, je pense qu'il en est pour quelque chose. J'avais un homme solide, un homme droit, un homme. Tu vois ce que je veux dire, toutes ces choses que la vie nous. Ces cadeaux cachés que la Oui, vie nous donne. oui, Et donc, elle avait vécu la même chose avec sa maman, qui, elle, s'était accaparé son propre enfant. Et, donc, les choses se rejouent, en fait. oui. Quand tu commences à comprendre ça et que tu te dis, non, mais jamais de la vie. En fait, je pense que j'ai eu un gros déclic. Enfin, ouais, un gros, gros déclic. C'est à l'époque où je travaillais en radio, j'étais animatrice radio, et dans une petite radio locale, hein, et j'adorais ça, c'était génial. Et j'avais un patron qui était assistante sociale. Et un jour, il vient me voir lors d'une petite pause à la radio. Et il n'avait pas l'air très en forme. Et je lui dis, ça va et tout, ça part. Il m'a dit, oh non, mais si tu savais. Mais j'ai dit, mais quoi? Ça a l'air complètement. Il me dit, tu sais, j'ai reçu aujourd'hui une femme qui a 4 enfants, qui se fait battre par son mari. Elle veut pas porter plainte, on n'arrive pas à l'aider. Elle lui pardonne à chaque fois. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose de grave. Et puis les enfants derrière, ben, pareil, portent beaucoup de violence en eux, beaucoup de colère, beaucoup de. Et il dit, et j'en ai marre, ça me fatigue. J'avais mal au cœur. Je croyais que j'allais pleurer. Enfin, à l'époque, quand il me disait ça, c'était. Il me disait en gros, je fais ce boulot-là, mais ça sert à rien, je sers à rien, quoi. Je lui dis, ah, mais c'est horrible ce que tu racontes, quoi. Il me dit, mais ça, c'est pas le pire. Il me dit, tu sais ce que c'est que le pire? Je dis, non. Il me dit, le pire, c'est que il y a 10 15 ans, dans mon bureau, c'est avec sa mère que j'étais. Ah, Et là, quand il m'a dit ça, il m'a fait le plus beau cadeau de ma vie.
Mhm. Je crois qu'il est même pas au courant. Il faudra un jour quand même que je lui dise qu'il m'a offert un cadeau. Je suis sortie de là, je me suis dit: «Quoi?» Lui, pour moi, il était sachant parce qu'il était assistant social, etc. Donc il connaissait l'état des gens. Et là, il venait de me poser une bombe en me disant, en gros, ce qui se passe chez toi, ça va se reproduire pour toi. Tu parlais du fait que tu étais en permanence en état d'alerte. Oui, et du coup, mais après ça, c'est plus tard, je me rends compte de ça. Je me rends compte que je suis accro à la peur, à l'adrénaline. Tellement vécu dans la peur de la perquisition, les gendarmes qui arrivent, la peur de la... Tu as déjà vécu ça Oui, ouais, ouais. plusieurs fois. Non, une fois. Une fois. Mm. Tu étais petite. J'étais toute petite, ouais, j'étais petite. C'était à la naissance, c'était... Mon père était en cavale, c'était la naissance de mes petites sœurs jumelles. Et, euh, et pour faire plier mon père, pour pouvoir le retrouver, on va dire, les gendarmes ont... Comment dire? Dès que ma mère a accouché, ils ont, ils ont empêché qu'elle voie ses enfants. Et ils ont mis des gardes partout à la maternité en se disant que mon père allait forcément venir et qu'ils allaient pouvoir mettre la main dessus comme ça, quoi. Et, euh, et pendant qu'elle était à la maternité, donc ils sont venus à la maison, ils ont fait ce qu'on appelle des perquisitions, donc mis la maison de sang dessous pour essayer de trouver s'il y avait des armes ou je ne sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils cherchaient. Et Qu'est-ce qu'elle pense, une petite fille qui vit ça? oh, Qu'est-ce qu'elle vit? bah, en plus, moi, à l'époque, là, nous, on était juste avant, on était hyper isolés avec ma mère. Très, très isolés. On est dans un appartement avec... ma mère est enceinte jusqu'au cou, elle est seule avec moi et mon frère. Et là, en fait, on vient nous chercher. Donc, c'est la famille de mon père que je connais pas du tout, ma grand-mère, ma tante, etc. Je les connais pas du tout. On est extirpé de cet appartement-là. Ma mère est sur le point d'accoucher. Et, euh, on est dans un appart, donc qui est l'appart de ma grand-mère. Et puis après, bah, il y a cette perquisition, etc. Et là, ma mère accouche. Qu'est-ce qu'on pense? Je je sais pas parce que j'arrive dans un environnement assez hostile aussi parce que du côté de ma grand-mère, j'étais un peu la bâtarde, mais alors là, quand je suis arrivée, c'était encore pire. C'était c'était encore pire. Il y avait une histoire, en fait, mon père était marié quand il a rencontré ma mère, qu'il avait une première fille. Et, euh, et du coup, alors moi, j'étais vraiment pas non plus la bienvenue, quoi. Et puis on était isolés, donc à moitié, tu sais, sauvages, quoi. Enfin, on vivait les volets fermés dans l'autre appart. Enfin, on vivait comme des sauvages, quoi. On n'avait même pas à manger, et tout. Enfin, donc si tu veux, quand j'arrive, moi, tu vois, tu réalises pas, en fait. Ouais, je crois que tu réalises pas trop. Après, bah, c'est quand tu commences à aller à l'école où tu vois, on me dit, ah, entre gamins, c'est ouais, fille. Parce que les gens savent que mon père est en cavale. Donc oui, t'es une fille de taularde et tout. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, une fille de taularde, tu vois. Je, je sais pas trop ce que ça veut dire, quoi. Je sens bien que c'est négatif, si tu veux. Mais en vrai, je suis un peu à l'état sauvage, moi, tu sais. Je parle pas beaucoup, je suis assez timide, je suis un peu renfermée, beaucoup même. Et je comprends pas, je comprends pas ce qui arrive, en fait. C'est juste que tu prends la vie comme un champ de bataille Mm. et tu te prépares, tu te programmes pour être forte, pour faire face, pour te protéger et protéger les tiens aussi. Ouais, il y a un truc dans le genre, ouais, ouais. En fait, si tu veux, un moment, moi, toute la partie famille, etc., j'ai vécu tellement de trucs hallucinants, mais tous les jours, hein, Santa Barbara à côté, je peux te dire que c'est rien du tout, hein. Dallas, tout ça, non, voilà, c'est les vacances. Mais moi, je vivais des trucs tellement hallucinants, mais tous les jours. C'est-à-dire, c'est genre des gros trucs qui peuvent t'arriver une fois dans ta vie, tu vois. Et ben non, là, c'était toutes les semaines, il y avait des gros camions, quoi, tout le temps, tout le temps. Des gros trucs à gérer. Euh, et à un moment donné, bah, bizarrement, tu sais que cette souffrance, elle te rend accro, quoi. C'est-à-dire que quand elle est plus là, tu te fais chier, tu t'ennuies, quoi, presque. T'as l'impression que ta vie est fade.
tellement, tu es tout le temps dans l'adrénaline, tout le temps dans l'urgence, tout le temps dans... Donc, tu deviens accro de ce truc-là. Et tu mets ta vie en danger. Tu, enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu ça. J'ai vraiment vécu ça. Et je m'en suis rendu compte après. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Comme si une sorte de recherche d'adrénaline, parce que tu vis tellement tout le temps comme ça, dans cette urgence, dans cette adrénaline, dans cette violence, que ben voilà, il faut faire attention à ça. Quand on souffre beaucoup, à un moment donné, on a une sorte de comment dire, de plus de limite. C'est-à-dire on t'a fait ça, bah, tu dis bon bah je peux aller jusque là. Et puis oh, bah, je peux aller jusque là. Oh, puis je peux aller Oui. jusque là parce que tu as l'impression que tu es forte. Tu es tellement forte. Et puis ça. Et puis à un moment donné, tu n'as plus de limite. C'est-à-dire que il n'y a plus de limite. On peut te faire tout et n'importe quoi. Les pires choses. De toute façon, tu es presque résigné. Et moi, j'ai eu ça aussi. Tu vois, cette espèce de résignation de me dire ouais, bon, bah, ça j'ai fait. Bon, ça, tu peux me faire ça. Trahison, machin. Tu peux aller voir ailleurs. J'étais presque, comment dire, amnésiée de mes émotions de mes sentiments et de mes émotions et de mes besoins. J'étais amnésiée, en fait. J'étais résignée, amnésiée. Enfin, vraiment, je n'aurais pas d'autres mots. Et ce qui m'a sorti de tout ça, et remis des limites et comprendre comment j'allais pouvoir à un moment donné me faire respecter, enfin avoir le respect que je réclamais, avoir l'amour que je réclamais, avoir une belle vie. Et là, je suis passée beaucoup par le corps et la voix forcément, tu vois, mais de me réapproprier mon corps, d'entendre la souffrance, d'entendre la douleur, de me dire bah là c'est à limite. Enfin, Mais déjà, je me demande comment tu as fait pour te diriger vers ce chemin-là, parce que tu n'as pas eu de modèle dans ce sens-là. Si on voit quelqu'un qui se respecte à côté de nous, on a envie de faire pareil. hmm. Si on a la maman qui nous apprend, par exemple, à se respecter, à s'écouter, on le fait parce qu'on a un modèle. Mais comment tu as réussi à le faire? Comment tu t'es tourné vers toi? En fait, j'avais une chance incroyable, c'est que j'avais deux bulles. J'avais la nature, qui m'avait été transmise par mon grand-père, le jardin. Donc, pour m'extirper de chez ma grand-mère, il me levait à 5 heures du matin et il m'emmenait au jardin. On avait planté des patates et tout, et j'adorais ça. Il parlait pas, cet homme-là, tu sais, il était dans un silence solennel et c'était le jardin, les mains dans la terre. Et ça, plus tard, quelques années plus tard, c'est pareil. Même encore aujourd'hui, j'ai les mains dans la terre. Enfin, j'adore ça. C'est génial. Donc, cette forêt, ces arbres et tout. Tu vois, ce cocon, je te le dis en même temps que je le pense maintenant, tu vois, c'est marrant. Mais je pense que, tu vois, ce chez moi, bah, c'est peut-être justement, quand je suis petite, avec mon grand-père, ce qu'il me transmet, bah, c'est peut-être ça qui résonne finalement, tu vois. De se dire, on était C'était tellement là la bien première sensation de douceur et de bien-être et dans la d'amour, nature. voilà. Et les gens qui parlent plus. J'entendais des trucs à l'époque, fallait pas enfin, tu vois, chez ma grand-mère, fallait pas qu'on me voie et tout ça, donc j'étais souvent sous la table. Mais du coup, j'entendais les adultes parler, donc tu vois, j'avais accès à des trucs qu'une petite fille ne devait pas entendre normalement. Tu vois. Donc, juste pour revenir tout à l'heure sur la question de comment j'aurais pu rebondir, j'avais donc la nature et aussi la musique. Je chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je chantais dans ma tête. Tu mettais la télé, un bout de télé, un bout de truc. Moi, j'étais fascinée par le son. J'imitais tout ce qui passait. Et donc, je chantais et je m'entraînais à chanter comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était un peu mon échappatoire aussi, je pense, tu vois. Et heureusement que j'avais ça. C'était ma bulle. C'est ma bulle à moi. Je le faisais pour moi. Et ça, je pense que c'est ça qui m'a donné de la force, beaucoup de force. Parce que quand tu parlais de Tu modèle, t'alimentais en fait comme ça. En te connectant au son, oui, tu créais en toi une énergie positive. exactement. Je me mettais en résonance avec les chanteurs, les chanteuses, qui, elles, étaient courageuses, avaient de la force et tout. Et moi, en me connectant à ces énergies-là, eh ben, je commençais à les sentir dans mon corps. Parce que pour pouvoir chanter, ben, j'étais obligée d'avoir une posture particulière pour envoyer, tu vois. Donc, ça va la posture de la guerrière, la posture de, tu vois ce que je veux dire, de la femme qui, tu vois. Donc, j'étais obligée de me connecter avec tout ça.
Et ça m'a donné beaucoup de force pour apprendre des choses qu'on m'avait pas données. C'est comme ça que tu as découvert la force en toi pratiquement. Parce que en prenant soin de tes frères et sœurs, de ta maman, tu n'étais pas forte. Tu étais plutôt dans la peur de ne pas les perdre. Oui, Tu étais obligée de le faire. mmh, Alors que la vraie force, tu as découvert en toi dans la nature et avec le chant. mmh, complètement. C'est complètement C'est ça. ce qui t'a sauvée. Oui, complètement. Et puis, tu vois, quand, il y a toute une partie de ma vie, en fait, où plus tu grandis, tu vois, vers l'âge de l'adolescence, par exemple, hem et plus tu prends conscience de ce qui t'arrive, de l'environnement dans lequel tu vis, quoi. Et à un moment vers, 16 ans, où en fait, je décide de briser la loi du silence sur le fait que, je subis des abus sexuels. Et donc j'en parle à ma mère qui, n'est pas surprise puisque la personne concernée, et c'est souvent ça qui est bizarre, c'est que la personne concernée, c'est forcément quelqu'un, enfin c'est souvent, très souvent quelqu'un de la famille, quoi, ou qui est très proche de la famille. Donc là, là c'est le cas. Et ma mère est pas surprise. C'est un déchirement de de quand une maman, enfin à l'époque où ma maman me dit, «Je suis pas surprise», je me dis: «Mais pourquoi tu m'as pas protégée, quoi? Pourquoi tu m'as laissé partir avec lui, quoi?» Tu vois? Et lui, c'est, le meilleur pote de mon père, et ils sont tout le temps en train de faire des casses ensemble. Et et quand moi je mets tout ça au grand jour, il se passe des tonnes de trucs dans ma famille. C'est-à-dire qu'on me dit: «Mais pourquoi tu mens, comme ça?» Enfin, c'est le déni, quoi. C'est-à-dire que tous les gens disent que je suis une menteuse, qu'il faut pas raconter des conneries comme ça, qu'en gros, enfin voilà, il faut se taire, quoi. Et puis, mon père disait toujours: «Le premier qui touche à un cheveu de mes enfants, je le tue». Et il y avait cette phrase-là, je me dis: «Il faut», je me suis dit: «Mais pourquoi tu», alors tout le monde m'en voulait en disant: «Mais pourquoi tu te rends compte de ce que tu viens de faire?» et cetera. Et je me suis dit: «Oh là là, il va se passer un malheur, en fait, il va à cause de moi», enfin, tu vois? Et et en fait, pas du tout. Ma mère lui annonce le truc en disant: «Mais tu sais», mais ils étaient là tous les 2, «Tu sais, ce qu'il a fait à ta fille, là?» Donc il lui dit, et mon père dit: «Oh, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps, quoi». Et là, en fait, il y a un truc qui il y a un truc qui tombe, où tu te dis: «Hem, il se passe quoi là?» heu, qu'est-ce que j'ai enfin, cette période-là, elle est assez troublante, en fait, pour moi. Parce que, je sais pas, il y a plus de repères, en fait, il y a plus de, tu vois? Il y a plus de repères, il y a plus de, tu te dis tu te dis à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Comment je vais m'en sortir de ça? Comment je vais me sortir de ça? Maintenant qu'il faut se taire, maintenant qu'il faut rien dire, maintenant que c'est pas grave, que je suis une menteuse, tout ça. Comment je vais faire?» Tu pensais que tu as quand même des parents qui peuvent te protéger. Tu espérais avoir quelqu'un Ouais, qui te protège. ouais, Et là, tout est tombé. La dernière espoir. oui, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit: «Comment je vais me reconstruire? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça?» Tu sais, ce soir-là, ma vie elle aurait pu basculer, parce que ça s'est passé, cette scène-là, elle se passe chez moi, chez mes parents, et moi je suis en haut de l'escalier, je suis comme ça, quoi, tu vois? Je suis en train de trembler comme ça parce que j'ai dans la tête que mon père, il va le tuer, tu vois? Et et donc j'entends ça du haut de l'escalier, et là, tu plus de jambes, t'as plus rien, tu te sens plus qu'une merde, tu te sens inexistante, tu pas, en fait. C'est rien, tu pas. C'est un peu ce que je ressens. Et donc ils sont tous les 2, puis la nuit tombe, et là j'ai commencé à avoir la haine et la colère qui montent, mais vraiment, une grosse haine, une grosse colère de toute cette injustice, de cette trahison, enfin de tout ce qui se cumule, en fait, depuis ces derniers jours. Et en pleine nuit, je descends l'escalier avec cette colère, et je me dis: «Je vais me venger.